Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être là dans cet endroit un peu bruyant, mais ça montre qu'il y a du monde. Je m'appelle Alain Bouillet, je suis le délégué général du CESIN. Le CESIN, c'est un club d'experts sécurité informatique, club de CISO. Nous avons fêté nos 10 ans l'année dernière et nous allons probablement fêter dans quelques jours le 1000e adhérent. Donc voilà, on est très heureux de cette progression. Ça fait 3 fois qu'on vient ici à Toulouse pour cet événement. Nouvel endroit, beaucoup plus de monde. Donc on va vous parler ce matin de réglementation. Alors, la réglementation, elle s'est un peu empilée, je dirais, dans beaucoup de domaines, en particulier les banques. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans une grande banque, dans un grand organisme financier, et on voyait en effet, année après année, les réglementations arriver au fur et à mesure des grands risques financiers ou des grands risques cyber tout court. On a vu pendant ce temps-là une cybercriminalité qui n'arrête pas de progresser, avec des risques qui sont de plus en plus systémiques. Et du coup, pour contrer tout ça, de nouvelles normes arrivent, de nouvelles normes se mettent en place. Alors on pourrait évidemment en citer plein, hein. Il y a le Cyber Resilience Act qui est en chantier au niveau de l'Europe, qui va peut-être changer un peu la donne en matière de vulnérabilité logicielle. On a comme ça toute une liste. On en a choisi 2 pour cette table ronde. NIS 2 et DORA. Parce qu'effectivement, ce sont les réglementations qui vont très très vite arriver sur l'agenda des responsables sécurité d'entreprise. Alors, pour parler de tout ça, j'ai réuni donc un panel. Je vais commencer par Odile, donc Odile Dutil, qui est la directrice adjointe cybersécurité du groupe Caisse et Dépôts. Je ne me suis pas trompé. Ensuite, j'ai Fabrice Bru, qui est vice-président au CESIN et directeur cybersécurité de la STEAM, donc qui est la DSI des Mousquetaires. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et puis Christophe Fleury, qui est donc le délégué à la sécurité numérique en région Occitanie pour l'ANSSI. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Je vais me tourner un peu, sinon je ne te vois pas. Alors, je vais commencer par planter le décor. Hein. Première question à Christophe et à Odile pour un petit peu faire la genèse de tout ça. Donc, on a parlé de NIS 2. Évidemment, l'ANSSI travaille d'arrache-pied. On travaille beaucoup, d'ailleurs, en ce moment au CESIN avec l'ANSSI sur cette question NIS 2. Donc, Christophe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce nouveau règlement? Alors déjà, je te remercie pour la question. Effectivement, on a quelques consultations avec le CESIN qui sont en cours sur ce sujet-là. Rapidement, et pour rebrosser un petit peu un panorama et remettre l'église au milieu du village, et je pense que ça a été OK ce matin, on parle de cybercriminalité, donc elle est complètement exacerbée avec de plus en plus d'opérateurs si on parle uniquement de la partie rançon logiciel, et je ne parle même pas des arnaques bancaires qui animent beaucoup nos amis de la police nationale et de la gendarmerie. Donc vous avez des écosystèmes qui sont de plus en plus orientés mafia au sens strict. Hein. Je ne vais pas refaire l'histoire de ce que c'est qu'un écosystème cybercriminel, avec en plus sensiblement d'autres acteurs qui s'apparentent plus avec de l'espionnage. Et vous mettez ça dans un shaker et vous vous retrouvez avec une menace qui est de plus en plus conséquente et de plus en plus désinhibée. Alors le tout, c'est que pour répondre et pour trouver un bras efficace pour contrecarrer cette menace qui est de plus en plus excessive et qui touche, et je le répéterai jusqu'à la fin de l'intervention, qui touche tout le monde, qui touchera tout le monde. Voilà, la question, c'est pas qui, mais c'est quand. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Moi, j'arrive de la sous-direction opération de l'ANSSI en ayant traité de la réponse à incident sur des petits acteurs comme sur des gros. Voilà. Il y a un moment donné où
l'ensemble des acteurs y passeront. Mais par contre, il y a quand même pas mal de choses à faire en termes d'anticipation. L'anticipation, c'est bien, vous pouvez anticiper votre gestion de crise, vous pouvez anticiper pas mal de choses, mais par contre, il faut qu'on passe dans tous les cas par un volet réglementaire qui permet de passer à l'échelle, et c'est en ça que l'Europe s'est réunie en nous disant, le constat, il est que, comment on a une menace qui est complètement exacerbée, c'est comment on introduit un règlement qui permet de monter globalement le niveau de sécurité de l'ensemble des entités qui fournissent des services essentiels. Ça, c'est le point important, parce que si vous dites, en France, je n'ai que des opérateurs d'importance vitale, pour ceux qui savent ce que c'est, ou des opérateurs de services essentiels, ce qui est la première loi NIS, donc NIS pour Network Information Security, vous dites, je protège certains acteurs, mais à contrario, il y en a d'autres que je ne protège pas. Et ça se trouve, l'ensemble de ces acteurs-là, ils travaillent ensemble. Donc il faut bien protéger l'ensemble de l'écosystème et trouver et travailler sur un cadre normatif réglementaire qui permet de monter ce niveau de sécurité-là. Donc c'est en ça que NIS 2 a été conçu, suite, en tout cas, ce qu'on a observé en France, en tout cas au travers de l'ANSSI, et ce qu'ont observé d'autres agences en Europe, que concrètement, tout le monde y passera un jour, et qu'en l'état actuel du niveau de sécurisation, entre celles qui auraient sensiblement les moyens mais qui ne le font pas, et celles qui n'ont pas les moyens et qui voudraient le faire, il faut clairement qu'on les aide. Et c'est en ça que NIS 2 vont aider les RSSI, les DSI et les directions. Attention, c'est NIS 2, c'est comme le principe de la cyber, hein, c'est pas uniquement pour les techniciens. En tout cas, si vous pensez ça, faut changer un peu le mindset. C'est bien une vision de direction, impulsée par la direction, sauf que là, il y a un cadre normatif, il faut bien que ça alimente l'ensemble de la chaîne. Donc NIS 2 a pour but de créer deux types d'entités, les entités essentielles et les entités importantes, je dis EI et EE, si vous entendez cette nomenclature. Je ne rentrerai pas dans le distinguo, quelles sont les différences et quelles seront les règles qui sont applicables aux EI et aux EE. Ça, c'est en cours de consultation avec certains acteurs, avec les prestataires, avec les associations d'élus, avec les fédérations professionnelles. Voilà. L'ensemble des acteurs qui, dans tous les cas, vont le mettre en œuvre et vont le gérer derrière. Donc ça, pour l'instant, c'est en cours d'évaluation. Dans tous les cas, est-ce qu'il faut retenir via ces règles-là et via sa mise en œuvre, c'est que comme c'est un cadre normatif, vous aurez une vingtaine, une trentaine, je ne connais pas le nombre de règles actuellement, c'est toujours en cours de travaux, qui vont vous aider à monter vos niveaux de sécurité d'un point de vue technique, parce que forcément il y a une base, il y a un socle technique, mais aussi un point de vue gouvernance. Est-ce que vous savez gérer votre com de crise? Est-ce que vous avez une structure de crise? Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous avez une gouvernance adaptée? Vous voyez que concrètement, on alimente l'ensemble de la chaîne pour vous aider à arriver à un niveau de sécurité qu'on estime acceptable. Merci. Alors, derrière ce joli nom Dora, Odile, on ne va pas faire la blague. Voilà. Comment tu peux nous décrire cette nouvelle réglementation qui touche surtout, on l'a dit, le secteur financier? Alors, DORA, ça veut dire Digital Operational Resistance Act. Donc, c'est le pendant, en fait, de NIS 2 sur le secteur financier, donc pour la partie banque et assurance. Donc DORA c'est une réglementation européenne dont la mise en application va intervenir au 17 janvier 2025. Donc on est dans des plannings très proches, hein, puisque NIS 2 c'est fin 2024, novembre je crois. Octobre ou novembre, avec une date butoir en mois d'avril 2025. Octobre-novembre pour 2024 et puis donc DORA 17 janvier 2025. En fait, la genèse, elle est un petit peu finalement la même. C'est-à-dire qu'on a une prise de conscience vraiment dans le secteur bancaire qu'on a un risque systémique. Les banques, elles passent leur temps à se faire des virements entre elles et donc on a tout un tas de flux financiers qui circulent. On comprend bien qu'entre les banques, s'il y en a une qui n'est plus en capacité d'assumer ces virements, alors forcément le système risque assez vite de se gripper, voire un risque de crash. Donc pour pallier en fait ça, il a été pensé une réglementation évidemment qui pourrait encadrer toute la partie résilience opérationnelle. Parce que c'est vraiment de ça dont on parle, c'est comment on fait face quand on a une cyberattaque typiquement pour poursuivre l'activité, mais aussi protéger finalement l'ensemble de la place. Un autre élément de contexte qu'il faut avoir en tête, c'est que les banques, elles sont soumises effectivement à beaucoup de réglementations. Donc elles ont beaucoup investi pour répondre en fait à tout cet aspect réglementaire. Elles ont beaucoup investi dans la partie cybersécurité. Donc on peut dire que les banques en fait se protègent mieux que peut-être d'autres secteurs d'activité qui sont forcément plus fragiles. Mais les banques, ce sont des entreprises. Et donc elles font appel à des prestataires de services, c'est normal.
Et ces prestataires de services, eux, par contre, peuvent être interconnectés au SI des banques, mais peut-être ils sont moins bien protégés. Et donc l'idée, c'est de protéger tout un écosystème, et ça rejoint exactement ce que tu as expliqué, Christophe, en termes de philosophie. C'est-à-dire que l'idée derrière Dora, c'est vraiment de poser des bases techniques, mais aussi des bases de gouvernance pour protéger finalement l'ensemble de la communauté. Mais alors du coup, on comprend bien effectivement cette chaîne de sous-traitance qu'il faut adresser et aller au-delà de l'entreprise. Mais dans l'entreprise elle-même, moi ce qui m'interpelle, c'est que, tu l'as dit, on a empilé les réglementations depuis des années. Si je prends le fameux concept de résilience dont il est question dans Dora, on a fait des PCA, des PCE, des PSI. Et finalement, quand je lis ce qu'il y a derrière PUPA maintenant, qui est donc le plan d'urgence Poursuite d'activité. Poursuite d'activité, je me suis dit, bon, voilà, ils ont inventé un nouvel acronyme, mais grosso modo, c'est la même chose qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau derrière tout ça, et comment se fait-il finalement qu'avec tout ce que les banques ont investi depuis des années, il y a encore des choses à faire sur le cœur même de l'entreprise. Je ne parle pas des sous-traitants, évidemment. Alors, Dora, en fait, pour répondre à ta question, Dora, ça s'appuie sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est vraiment l'identification des risques, la cartographie des risques. Si vous comparez par rapport à NIS 2, ça veut dire vraiment détourer ces prestataires qui sont importants et essentiels. Donc, c'est vraiment dire, voilà, notre base d'application critique. Alors, quand on est une banque, ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà, effectivement. Parce qu'avoir une cartographie des risques dans une banque, c'est finalement un petit peu la base. C'est la première chose qu'on fait. On identifie nos applicatifs critiques, on identifie le risque, en fait, associé à ça, les mesures, et après, on en déduit un risque résiduel. Ça, c'est des process qui existent, effectivement, déjà. Après, le deuxième pilier, c'est le reporting des incidents. Ça aussi, dans une banque, comme s'il y a un impact financier, un impact juridique, un impact, ça peut être aussi un impact social d'ailleurs, tout ça, c'est effectivement pris en compte. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on fait déjà. Par contre, il y a 3 autres piliers, où là, c'est un petit peu, c'est même beaucoup plus poussé que ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui nous est demandé est beaucoup plus poussé que ce qu'on fait aujourd'hui. Toutes les banques font des tests d'intrusion, du red team, voire du bug bounty. Ça fait partie des choses, finalement, pour quelqu'un qui travaille dans la cybersécurité, c'est presque un quotidien. Par contre, ce qu'on nous demande là, c'est d'aller sur un process de bout en bout, c'est-à-dire en incluant notre prestataire de service. Donc, on prend un process, ça peut être les virements. Si on s'appuie à un moment sur un SI qui va au-delà de notre société, qui est externalisée, dans ce cas-là, on nous demande d'avoir un test d'intrusion de bout en bout. Voir si on utilise, pour plusieurs banques, les mêmes prestataires de services. En général, les critiques, c'est souvent le cas. Ce qui peut se produire, c'est qu'on nous demande aussi d'être capable de mutualiser ces tests avec ce prestataire de service, parce que toutes les banques ne vont pas tomber sur une société en disant demain, il faut me faire mes tests d'intrusion de bout en bout, évidemment. Donc, il faut qu'on s'organise. Et ça, c'est une vraie grosse nouveauté. Le 4e pilier, c'est la gestion des fournisseurs. Donc ça, c'est toute la partie finalement contractuelle. C'est bien connaître ses fournisseurs. Donc on attend des clausiers de la part des institutions, des clausiers du régulateur qui vont nous dire voilà les clauses contractuelles qu'on vous demande maintenant d'appliquer. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on revoie nos contrats quand même. Donc ça va être un gros travail. Dans le système bancaire, ça va être un gros travail. Et puis le dernier pilier, c'est le partage d'informations. Donc ça concerne tout ce qui est marqueur de compromission. C'est-à-dire que si on identifie un malware qui peut s'être propagé d'ailleurs via la supply chain, on peut nous demander de partager les marqueurs de compromission avec les autres acteurs de la place, c'est-à-dire les autres banques. Et ça aussi, c'est une vraie nouveauté. Merci. Alors Fabrice, tu es resté bien silencieux là, pendant tout ce temps, c'est très étonnant. Le domaine que tu représentes, le domaine du retail, en fait, vous êtes pétri de réglementation, en particulier dans le domaine alimentaire. On ne peut pas acheter une boîte de petits pois sans que ça ressemble à un général russe avec toutes les décorations qu'il y a sur l'étiquette. Pour préserver ta santé. Mais paradoxalement, vous avez pratiquement, dans votre domaine, vous avez pratiquement échappé, à part le RGPD, vous avez échappé à toutes les réglementations. Et là, il semblerait que
on ne va pas vous louper avec Nice 2. Donc, en gros, comment une entreprise comme la tienne, qui était un peu vierge, si je puis m'exprimer ainsi, dans le domaine de la réglementation, comment vous allez vous y prendre finalement pour aborder ce nouvel Everest? Alors, je croyais qu'on m'applaudissait et que j'avais même pas encore parlé. Quel succès! Déjà, juste peut-être pour démarrer, un petit peu expliquer qui est les mousquetaires, parce que bon, je pense que tout le monde connaît les magasins Intermarché, mais on a un modèle de gouvernance un peu particulière. Donc en fait, Intermarché, c'est grosso modo 150 000 collaborateurs sur 4 pays. Et effectivement, on est actif sur 3 types d'enseignes, plutôt l'alimentaire avec Intermarché Netto qu'on connaît tous. Il y a l'équipement de la maison avec Bricorama, Bricocash et Bricomarché. Et puis on a une activité autour de la mobilité avec les garages Rodi. On a aussi 60 bases logistiques et on a 60 usines de production et de transformation de denrées alimentaires, le fameux du producteur au commerçant. Je suis sûr que vous connaissez tous. Alors effectivement, on a tout un tas de législations qui tournent autour de l'hygiène, autour de l'alimentaire. Dans l'univers du numérique, à part le RGPD, effectivement, on n'avait pas grand-chose. La spécificité du groupement, c'est que tous les magasins appartiennent à des entrepreneurs indépendants. Et ces entrepreneurs indépendants, en fait, collaborent 2 jours semaine bénévolement avec nous pour le bien commun. Et donc, la partie cybersécurité, par exemple, est représentée par un adhérent Bricorama avec qui je travaille les mardis et mercredis sur toute la stratégie cyber. Et donc, l'arrivée d'une nouvelle régulation dans l'univers du numérique, sur du secteur du retail, la première chose qu'on va devoir faire, c'est énormément d'explications et de sensibilisation. Un travail que l'on fait au quotidien, c'est surtout la vulgarisation. Puisque, en fait, ce sont des entrepreneurs qui savent très bien parler d'un magasin, très bien parler de leurs produits, du marketing associé et du trafic qu'on peut avoir sur le carrelage ou du trafic qu'on veut emmener sur le site web. Ils connaissent très bien les fraudes parce qu'ils y sont malheureusement, ils en sont malheureusement victimes sur les fraudes aux cartes bancaires, sur les fraudes sur le digital. En revanche, dans l'univers de la cyber, jusqu'à 2018, ils étaient plutôt ignorants des risques. Donc en fait, la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'expliquer en quoi cette nouvelle directive est une opportunité pour nous. Ça ne va pas être très compliqué, puisque c'est pour nous une très bonne nouvelle, finalement, d'être considéré comme une activité critique et d'être effectivement une entité potentiellement importante. Enfin, tant que rien n'est officiel, on ne peut rien dire, mais effectivement, ça peut être pour nous une opportunité. Alors, ça veut dire qu'on va passer beaucoup de temps à expliquer dans notre modèle de gouvernance à toutes les sociétés du groupement ce que ça veut dire, ce que l'on doit faire et d'éventuelles modifications que cela va apporter. Donc, la manière dont nous, on va s'organiser, c'est surtout une refonte une révision de nos process, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de processus qui ont été mis en place. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude, nous, effectivement, de faire de la conformité. Et on veut faire de la conformité et de la sécurité. Voilà. Et donc, du coup, on va devoir passer beaucoup de temps à sensibiliser, on va devoir revoir l'ensemble de nos processus. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui mérite beaucoup de précision en tant que retailer, c'est qu'on m'explique quel est mon périmètre. Et moi, mon nerf de la guerre, il est là, parce que je sais que dans l'annexe 2, c'est fabrication, transformation et distribution de produits, enfin de denrées alimentaires. Donc moi, je m'interroge. Je comprends bien que mes caisses et ma monétique vont être concernées. Qu'en est-il de la fidélité? Qu'en est-il de la promo? Je ne sais pas. Sur mes usines, quel est le périmètre que je vais devoir considérer? Donc en fait, aujourd'hui, quand on prend l'ensemble des articles, on sait à peu près ce qu'on a à faire. Techniquement, on est à peu près prêt. Sur nos process, on doit les réviser pour ajouter cette nécessité de dire c'est un contrôle NIS et donc du coup, on va devoir en garder plus de traçabilité. En revanche, aujourd'hui, je suis dans le noir total pour savoir évaluer quel sera mon système d'information réglementé, puisque je vois bien que mes magasins équipant de la maison risquent de ne pas être concernés, par exemple. Mais du coup, quand je regarde ton profil LinkedIn, là, ça fait 5 ans et demi que tu sévis aux Mousquetaires. J'ai pas l'impression que tu es chômé. Mais est-ce que tu as du coup déjà anticipé, analysé les pans où tu risques d'être
comme on dit, un peu court. Oui, on ne va pas se cacher. Oui, il y a des sujets sur lesquels on sera forcément court pour 2025 et 2026, qui sont déjà un ensemble de chantiers qu'on a démarré en 2024. Et déployer en fait un nouveau processus cybersécurité ou un nouveau service auprès de 4000 magasins, ça prend un peu de temps. Il y a des sujets autour de la gestion des identités. Intégrer toute la dynamique de gestion des identités, des accès, les revues de droits sur des systèmes d'information qui peuvent être hétérogènes entre l'alimentaire, l'équipement de la maison, où il va falloir aller convaincre les 4000 adhérents, donc les fameux entrepreneurs indépendants. On sent bien que tout ne sera pas prêt. C'est-à-dire qu'on a commencé nos déploiements, mais on n'aura pas fini. On aura aussi énormément de travaux à faire sur la partie industrielle. Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité dans l'univers industriel, si je suis un peu provocateur, j'aurais tendance à dire que c'est un peu le parent pauvre de la cyber. Il y a énormément... alors, il y a une force vive qui est colossale et qui est hyper intéressante à suivre. Il y a énormément de RSSI qui se regroupent, qui se mutualisent pour essayer de partager et travailler sur cette problématique. Mais les temps d'investissement ne sont pas les mêmes. Donc, patcher un système d'information dans une usine, ça ne se fait pas comme patcher un PC administratif. Vous n'êtes pas nécessairement propriétaire de la machine, vous pouvez perdre l'exploitation et la maintenance de votre système industriel. Donc oui, sur certains environnements, on sera franchement, je pense, en cours de déploiement, donc pas prêt, puisqu'on n'aura pas fini sur cet aspect-là. Et puis ensuite, le dernier point, c'est effectivement aussi de... Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on n'aura peut-être pas fini non plus d'évangéliser tout le monde et de nommer les ambassadeurs qu'il convient pour nous fournir les preuves de conformité au moment où on nous les demande. Donc tout dépendra de ce qu'on met derrière entité essentielle et entité importante et de la force du régulateur. Voilà. Et au-delà de ça, effectivement, après, c'est comprendre comment cette nouvelle directive va s'imposer à nous, sous quelle forme, qu'est-ce que c'est qu'un contrôleur, qui va être saisi, est-ce que je vais devoir passer par des entités qui vont m'être demandées par l'ANSSI ou pas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions qui fait que... Alors, tu me sers sur un plateau la question suivante que j'allais poser à Christophe, parce que moi, j'ai connu l'ANSSI régulateur avec 150 OIV. Quand on est passé à Nice 1, vous en aviez en gros 600 de plus. Un peu plus, oui. Et là, si je lis les articles, j'entends parler de 10 000, 14 000 entités. En fait, personne ne le sait exactement. Donc, comment vous allez faire ? Alors, je rebondirai sur le chiffre 10, 11 000, 13 000, 14 000. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au-delà de ce qu'on demande, ce que nous, on demandera en tant que régulateur, il y a aussi l'aspect législateur. C'est-à-dire qu'on a quand même une certaine capacité à, dans une zone grise, dire telle entité le sera, telle entité ne le sera pas. Après, je ne vais pas rentrer dans la logique plus de 50 personnes et 10 millions de chiffre d'affaires ou 250 personnes et 50 millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est écrit. Maintenant, le législateur, c'est lui qui va valider ces différents points-là. Après, dans tous les cas, ça restera une opportunité et ça a été précisé par Fabrice, c'est une évidence. Même cette réglementation est une opportunité parce que ça permet de socler sensiblement, entre ceux qui sont déjà avancés, il n'y aura pas de surprise, mais ceux qui le sont moins, d'avoir un cadre normatif. Donc il faut aussi qu'il y ait quand même une bienveillance vis-à-vis du régulateur. Maintenant, pour répondre à ta question, sur le passage à l'échelle, parce que c'est bien ça la question, en région, nous sommes 2, et on gère quelques opérateurs de services essentiels. Voilà, ça, c'est à peu près le constat. Vous avez 15, en tout cas, en OSE santé, vous en avez 15. Mais il n'y a pas que la santé sur la région. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres choses. Donc vous avez la partie centrale, et ils ne sont pas beaucoup plus. Maintenant, pour ce qui concerne Nice 2, l'idée c'est que soit on fait 650, ce qui est le nombre de personnel à l'agence, fois beaucoup, ce qui n'est pas forcément intéressant ni même très logique, et encore moins pragmatique. Par contre, pour que les entités se déclarent, pour savoir déjà dans quel cadre elles seront, soit entité importante, soit entité essentielle, donc on va lancer, je pense assez rapidement, si ce n'est pas à la fin de l'année, début de l'année prochaine, un portail qui s'appelle Mon Espace Nice 2, qui va permettre à l'ensemble des collectivités et à l'ensemble des entreprises de pouvoir voir déjà si elles sont éligibles et dans quelle case elles tomberont. Et en fonction, vous aurez les différents points afférents, donc le côté un peu plus normatif, réglementaire, qui vous diront sensiblement voilà, les points que vous devez, pour lesquels vous devez être conforme. Donc conformité technique et conformité de gouvernance.
Donc ça permet le passage à l'échelle, ce qui est déjà un premier point, ce qui n'empêchera pas, bien évidemment, de par la centrale et de par les régions, de pouvoir aller voir certains acteurs très particuliers ou sur demande pour qu'il y ait un travail effectivement d'explication qui est le travail le plus complexe finalement. Et c'est en ça qu'on a quand même beaucoup de consultations qui sont lancées pour qu'on sache concrètement entre ce que le régulateur va demander, en tout cas entre ce qu'on va demander et le fait que ce soit applicable. C'est bien évident qu'on ne veut pas avoir une vision hégémonique ni avoir une vision jacobine sur le sujet. Il faut aussi qu'on challenge ça avec les entreprises, avec les élus, avec les associations, et avec l'ensemble de l'écosystème, y compris prestataires, pour pas qu'il y ait de défaillance. Parce que quand on dit le régulateur va suivre 10 000, 11 000, peu importe le chiffre, c'est pas le sujet, et qu'on va demander aux prestataires d'audit, écoutez, vous allez rire, vous allez devoir faire 5 000 audits en 6 mois, on aura aussi un sujet de passage à l'échelle sur l'ensemble des prestataires. Donc l'idée, c'est de lisser un peu tout ça, et que l'ensemble des points qu'on va identifier, sur lesquels on travaille, technique ou gouvernance, soit industrialisable à tout point de vue. À un niveau RSSI, à un niveau DSI, à un niveau gouvernance et à un niveau prestataire. Parce que si effectivement on demande trop d'actions techniques et qu'il n'y a pas suffisamment de prestataires, il y a de fortes chances que sur une action qui va durer 18 mois, ce sera peut-être plus 36 mois. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Après, le régulateur, bien évidemment, est bienveillant. On n'est pas là, et Nice 1 l'a déjà prouvé, on n'est pas là pour vous envoyer des lettres d'injonction en vous disant que vous n'êtes pas compliant. Non, c'est pour créer une dynamique d'ensemble sur l'ensemble de vos écosystèmes pour qu'on monte globalement le niveau de sécurité. Après, ceux qui sont de mauvaise foi, ça c'est un cas à part et ça se réglera par injonction, mais c'est très très rare. Nice 1, ça a dû arriver une fois. Donc une injonction, donc concrètement, c'est vous n'avez pas fait votre travail et puis vous allez le faire vite. C'est pas du tout l'esprit, c'est pas l'esprit de la loi. Et c'est encore moins l'esprit du régulateur. Donc il y a même une bienveillance qui fait que dans tous les cas, vous serez accompagné d'une façon ou d'une autre pour monter votre niveau de sécurité et que l'ensemble de votre écosystème lui aussi monte. C'est ça l'objectif concret, pédagogique. Mais alors, du coup, ça nous rassure un peu. Mais quand je vois, par exemple, que dans le spectre de Nice 2, on va retrouver des collectivités locales, des hôpitaux, où c'est pas franchement l'opulence en matière de budget aujourd'hui. Donc comment ces entités-là qui vont se retrouver dans la NAS de Nice 2 vont trouver les moyens de se mettre en conformité? Enfin, je sais pas, vous allez leur faire des crédits d'impôt J'ai le droit de répondre joker ou... Alors, le sujet financier, c'est pas du tout mon périmètre. J'imagine qu'il y a des choses qui sont à l'étude. Mais au-delà de ça, au-delà de dire sensiblement, un peu comme France Relance, on va vous appuyer à hauteur de 40 000, 50 000 ou 90 000 euros, c'est surtout dans un premier temps, pour une collectivité comme une entreprise, les outils auxquels vous aurez accès. Donc, dans la dématérialisation de Nice 2, vous aurez mon espace Nice 2 avec le suivi de votre régulation, mais vous aurez surtout et en droit sur certains outils. Si on prend les collectivités, typiquement, pour homologuer un portail, c'est ce qu'on appelle mon service sécurisé. Vous aurez mon aide cyber. Mon aide cyber, c'est un diagnostic qui vous donne votre niveau de maturité, donc qui va compléter votre vision et qui va vous permettre de définir au mieux votre séquence dans le cadre d'un plan de sécurisation. Et vous aurez aussi accès à d'autres outils qui sont un peu plus techniques. Le 1 s'appelle ADS, Active Directory Service. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Ça vous donne un niveau de sécurité de votre cœur de confiance, donc de votre Active Directory ou annuaire. J'imagine que vous en avez. J'imagine que chez vous, vous en avez. Et ce rapport-là, il est autoporteur, parce qu'il y a deux grilles de lisibilité. Il y a une grille gouvernance, donc un indicateur, un score entre 1 et 5, et le score dans le niveau, et dessous les éléments techniques. Donc c'est complètement autoporteur. Il y aura sans doute quelques formations, quelques appuis pour que les gens se l'approprient. Et au moins, ça vous permet de monitorer votre niveau de sécurité. Parce que le tout, c'est pas de dire, écoutez, vous devez être compliant avec ça et monter à ce niveau-là. Il faut aussi monitorer dans le temps. Le plus compliqué, malheureusement, c'est pas de monter le niveau de sécurité, c'est de le maintenir dans le temps. Mais encore faut-il qu'on vous donne les outils pour le monitorer. Et le deuxième, c'est Silène, qui est un outil qui scanne l'ensemble de votre empreinte numérique à base de votre adresse Internet et qui vous dit sensiblement, là, il y a un sujet, là, il n'y en a pas, là, il y en a vraiment un. Donc ça vous donne un outil supplémentaire sur lequel vous recevrez mensuellement à peu près, qui vous permettra justement de mieux définir votre politique. Donc ça vous fait quand même 4 outils autoporteurs, y compris mon espace Nice 2. Alors ça ne réglera pas tout, il y a quand même un aspect financier, c'est de se dire si j'ai besoin d'un audit plus précis, vers quel prestataire je me tourne. Et ça, pour l'instant, pour le coup, j'ai pas forcément la réponse. En dehors des labels qu'on porte déjà ou des prestataires avec lesquels vous avez déjà l'habitude de travailler. Juste
Je rebondis sur ce que tu dis, Alain. Enfin, je te rassure, hein, dans les entreprises privées, c'est pareil. Hein, les budgets cyber ne sont pas extensibles à l'infini non plus. Et donc, pour pouvoir anticiper NIP 2, l'arrivée de NIS 2, pour nous, c'est une modification de nos schémas directeurs, des modifications d'investissements stratégiques, c'est des investissements imprévus, et tout ça, malgré tout, dans un contexte budgétaire qui est contraint. C'est-à-dire que même si on a un budget qui est quand même, je trouve, particulièrement satisfaisant concernant les mousquetaires, mais c'est pas non plus, on ne peut pas faire plus 40% sur le budget. Donc en fait, l'arrivée de ces directives-là va quand même nous imposer à repenser nos axes stratégiques, donc de ne se concentrer que sur l'essentiel pour être conforme et qui apporte de la valeur, mais également assurer, on va dire, le besoin qu'a une entreprise de production, de distribution et quand je dis distribution, je parle de la supply chain, mais alors pas au sens du fournisseur, hein, vraiment les camions qui partent d'un entrepôt pour livrer les magasins et les prévisions de vente. On a aussi besoin de travailler, de numériser ces environnements-là et de les sécuriser. Et peut-être qu'ils ne feront pas partie du système d'information réglementé. En revanche, ils sont essentiels pour l'activité de notre groupement. Donc voilà. Donc on a quand même aussi, nous, sur la partie budgétaire, à prendre en compte ces impacts qui sont loin d'être négligeables et à revoir notre stratégie. Mais décidément, c'est comme si on avait répété, parce que ça, tu me sers sur un plateau la question suivante. My pleasure. En fait, l'observation que je peux faire, ça n'engage que moi, c'est que la réglementation ne signifie pas toujours la sécurité. Je veux dire par là qu'on peut être amené, et on l'a vu beaucoup dans des États très réglementés comme les États-Unis par exemple, où on avait en bon français plutôt des approches de sécurité check the box, c'est-à-dire qu'on faisait en gros ce que nous demandait la loi, et puis on laissait parfois de côté des pans entiers de la sécurité de l'entreprise parce que ce n'était pas explicitement demandé dans la règle. Et on peut s'attendre, alors ça n'a pas été le cas évidemment avec les OIV, avec NIS 1, parce que on était déjà dans des grands organismes qui avaient déjà des panoplies, etc. Mais là, quand on va se retrouver avec des entreprises, et tu parlais des fournisseurs tout à l'heure, qui, pour être compliantes et pour être en mode check the box, vont peut-être laisser de côté l'essentiel. Donc comment on appréhende ce risque-là, finalement, Odile ? Alors, quand on travaille dans une banque, c'est vrai qu'il faut faire très attention à ce que la cybersécurité, ce ne soit pas juste du réglementaire et de la mise en conformité. Tu as raison. C'est en général, voilà, c'est quelque chose qui peut se produire. Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est le rôle du RSSI aussi, d'être vigilant, hein, et d'apporter derrière une réglementation du contenu technique et d'être conscient finalement de voilà, cette couverture qu'on doit avoir, qui est à la fois une couverture de gouvernance, mais aussi une couverture de fond, avec des socles techniques. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, dans les banques, la direction de la cybersécurité ne rapporte pas ni au DSI, ni à la direction de la conformité, mais à la direction des risques. Alors, au même titre que les autres risques, certes, mais une indépendance vis-à-vis du SI et vis-à-vis finalement de la conformité. Donc ça, c'est un premier point. Après, effectivement, tu as raison, c'est à nous d'être vraiment très vigilants avec les fournisseurs qu'on va utiliser, pour qu'il y ait une vraie réalité. Et c'est pour ça qu'il y a la notion de test d'intrusion, je pense, qui est introduite de bout en bout dans une réglementation comme DORA, pour que ce ne soit pas de la conformité, mais vraiment des choses concrètes, techniques qui remontent. Donc ça me paraît important. Un autre point qui me paraît important, c'est toute la partie sensibilisation dont on n'a pas parlé forcément. Aujourd'hui, on fait beaucoup de la sensibilisation vers les collaborateurs. Dans DORA, ce qui est prévu, c'est qu'on fasse de la sensibilisation aussi vis-à-vis du COMEX, parce que le COMEX va être responsable. Donc la gouvernance va être responsable, donc ils sont très sensibles maintenant à ces aspects sensibilisation. Alors moi, je n'ai pas de conseil d'administration, hein, parce que la Caisse des dépôts est un établissement public. J'ai une commission de surveillance, c'est l'équivalent. Donc elle est composée de députés, de sénateurs, donc un public qui n'est pas forcément très aguerri à la cybersécurité. Mais ils nous ont demandé 2 jours de formation, où on est allé assez loin, en fait, hein, dans l'utilisation des outils, pour justement être conscient des risques et comment on protège un établissement financier comme la Caisse des dépôts.
La sensibilisation, on l'a aussi sur Nice, et la sensibilisation COMEX. Et bon, effectivement, nous, au Mousquetaire, on a une chance d'avoir un COMEX qui est déjà très sensible à ce sujet. Donc mais en revanche, on va effectivement devoir aussi davantage investir sur la sensibilisation. Alors pas au sens du risque cyber, mais surtout au sens de la gestion de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des travaux que nous allons conduire sur 2024, c'est effectivement travailler sur la résilience et en particulier sur la gestion de crise. C'est-à-dire qu'on sait gérer une crise sanitaire, on en fait tous les jours, hein, des produits de consommation qu'on doit retirer des rayons. Je pense que vous avez tous vu alors que ce soit Intermarché, mais je peux parler avec mes confrères retail, c'est les mêmes. En revanche, donc on sait gérer un certain nombre de crises climatiques, événementielles, alimentaires, etc. Mais bien souvent, en fait, sur la gestion de crise numérique, on est plutôt pauvre, ou du moins, on a encore pas mal de travaux à conduire, même s'il y a déjà, au sens d'Intermarché, une certaine prise de conscience du risque. Et je sais qu'ils sauraient réagir, mais ce n'est pas bien documenté ou ce n'est pas bien encore testé. Voilà. Et donc ça aussi, ça va être un de nos enjeux, qui est de formaliser un peu cette gestion de crise au plus haut niveau de l'entreprise. On parlait tout à l'heure de sensibilisation, ça reste quand même effectivement le premier niveau, bien évidemment. On doit sensibiliser sur l'ensemble du spectre, donc soit un niveau COMEX, soit un niveau direction, en passant par le middle management et le niveau tactique le plus bas, en incluant les DSI. Donc c'est ce qu'on fait beaucoup avec certaines collectivités qui sont présentes dans la salle, soit avec Colomiers, le CD31 ou Toulouse Métropole. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a sensibilisé l'ensemble du spectre et qu'on a bien fait comprendre, même à un niveau direction, que c'est pas qu'un problème de technicien. Vous seriez encore surpris de certains directeurs ou à un niveau COMEX qui pensent que le jour où ça marche, c'est pas grâce à vous, et le jour où ça marche pas, c'est votre faute. Je pense que je caricature à peine, bien évidemment. Une fois qu'on a fait ce premier niveau de sensibilisation, et ben après c'est simuler la crise. Il n'y a que la simulation de crise qui permettra à l'ensemble des acteurs de toucher du doigt ce qui va leur arriver au coin de la figure le jour où ça va tomber. Et au-delà de l'exercice, qui n'est pas très compliqué à monter mais qui prend un peu de temps, ça permet de fédérer l'ensemble de l'écosystème et surtout de créer une dynamique et de ne pas penser qu'un directeur général se dise « Ah oui, c'est pas uniquement un problème d'argent, il y a aussi quand même certains acteurs derrière qui vont travailler. » Donc au mieux, ça crée une dynamique de groupe et au mieux, même si vous êtes attaqué, vous allez vous relever dans des conditions un peu plus acceptables. Et Nice 2, dans l'esprit, il n'est pas conçu juste pour fliquer les gens, il est aussi pour appuyer ce que font les DSI et les RSSI un peu dans l'ombre, ce qui est largement trop offusqué. Et la crise permet justement de remettre en perspective, de remettre en valeur ce que font bien évidemment la partie DSI et RSSI et ce qu'on font aussi l'ensemble des collaborateurs ou des agents avec lesquels vous travaillez. Ça, c'est important. Au mieux, la dynamique, vous la créez. Au mieux, lors d'une attaque, vous allez vous relever plus facilement. Je ne dis pas que ça va être compliqué, mais dans tous les cas, ce sera beaucoup moins anxiogène. Et ça, on le testera. On l'a déjà traité avec certaines fédérations et on le testera sur des grosses collectivités justement pour créer cette dynamique d'ensemble. Mais du coup, vous parliez de sensibilisation, mais il y a aussi peut-être un sujet de formation pour les auditeurs qui vont venir auditer vos différentes organisations par rapport aux différents règlements, parce que faut quand même force est de constater qu'il y a quand même beaucoup dans ce domaine-là de lacunes, je dirais. Qui n'a pas rencontré un auditeur qui comprenait à peine la question qu'il posait, que celui-là lève la main. Et du coup, voilà, ce sera, je vous laisserai chacun un petit temps de conclusion, mais je pense qu'il y a ce sujet-là aussi qu'il va falloir adresser, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir en face de soi, encore une fois, des gens qui ne comprennent rien à ce que vous leur expliquez, quoi. Alors c'est vrai que pour la Caisse des dépôts, les auditeurs, ils sont venus fin 2022. Donc les audits, c'est toujours très lourd dans les banques. On a les personnes sur site qui restent, là ils étaient 5, ils sont restés 4 mois sur site. Donc voilà, là on donne accès à tout finalement. Ils font de plus en plus de tests techniques. Nous on voit aussi qu'il y a une bonne montée en compétences vraiment des équipes. C'est toujours... alors,
Voilà, après, voilà, mais encore une fois, j'ai l'habitude, donc c'est vrai qu'on se dit toujours, de toute façon, c'est une phase d'amélioration continue et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Parce que de toute façon, quelque part, on n'a pas le choix. Alors surtout qu'à la Caisse des dépôts, en fait, moi, je suis la double gagnante d'Ora Nice 2, puisque on aura Dora sur la partie bancaire, mais la Caisse des dépôts a aussi une activité par mandat de service public sur mon compte formation. Bon, si vous ne voyez pas ce que c'est, vous êtes salarié, donc vous avez un compte formation, c'est l'ancien DIF. Et c'est la Caisse des dépôts en fait qui développe la plateforme. Et donc ça, c'est assujetti à NIS 2. Donc moi, je suis très intéressée effectivement par les parallèles qu'on peut avoir entre les deux. Et puis je te rejoins, mais en fait, je vais faire la même chose que toi, une analyse de gap pour savoir effectivement, première étape, où j'en suis. Hein, voilà. J'ai des projets qui sont lancés en prenant en compte ces projets sur 2024, où est-ce que ça m'amène, et puis l'effort qu'il faut que je fasse pour arriver finalement à ce niveau de conformité. Mais ce n'est pas un niveau de conformité pour moi, c'est finalement un niveau de protection. Et c'est ce qui m'est demandé en fait d'appliquer à l'écosystème de la Caisse des dépôts. Alors, juste quelques propos pour terminer. Vous avez quand même pas mal parlé de beaucoup de choses. Réglementation, sensibilisation, opportunité. Ça reste une opportunité. Mais même sans attendre les règles qui seront établies dans le cadre de NIS 2 et de créer cette dynamique de groupe dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même déjà des critères qui seront définis dans le cadre de NIS 1, qui sont très largement accessibles, ils sont disponibles sur le site de l'agence. Commencez déjà par vous les approprier pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça vous donnera déjà un bon axe d'orientation sur les gros axes d'effort que vous aurez à fournir après. Je ne dis pas que les règles NIS 2 seront en adéquation avec celles de NIS 1, pas du tout, mais par contre, il y aura quand même un fond relativement identique. Après, il y aura peut-être une séparation entre les EE et les EI, bien évidemment. On ne va pas demander la même chose aux EI que ce qu'on va demander aux EE. Donc commencez déjà par vous approprier ces éléments-là, et vous allez vite voir que vous allez vous retrouver sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sensiblement, une partie technique, une partie gouvernance au sens strict, analyse de risque, une partie com de crise, une partie gestion de crise, et surtout, identification des systèmes d'information critiques. Les mesures, comment dire, pas les mesures conservatoires, mais les mesures dégradées pour lesquelles, comment je peux travailler si mon service essentiel tombe et combien de temps. Ça, c'est important. C'est quasiment aussi important que c'est quasiment aussi important. Et une fois que c'est fait, vous commencez un peu à regarder les règles NIS 1 et que vous commencez à vous les approprier. Et vous allez vite voir que NIS 2 sera peut-être un peu différent, mais sur le fond de commerce, il y aura quand même beaucoup de similitudes. Voilà. Un mot de conclusion, Fabrice ? En fait, je vais reprendre un peu les propos de Christophe et c'est Winston Churchill qui va m'aider à conclure. J'aime bien sa citation. Un pessimiste voit dans chaque opportunité une difficulté et un optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. Et donc, moi, je prends l'arrivée de NIS 2 comme un opportuniste et un optimiste, mais aussi opportuniste. Tu as bien raison. Merci de nous avoir rassurés finalement sur ce qui nous attend sur ces réglementations. Voilà, donc ce sera la conclusion de notre table ronde. Je vous remercie de votre attention.